Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Akitsu Leader Voice, le podcast qui donne la parole aux leaders qui transforment les organisations de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Caroline Rouillet, qui est directrice marketing de Vivatech, et je vous dis à tout de suite pour ma conversation avec Caroline. Bonjour Caroline, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui chez Publicis. C'est une joie pour moi de t'interviewer et puis de partager non seulement ton parcours, mais aussi de parler de Vivatech. Comment vas-tu? Ça va, très bien, merci Andrea. Un plaisir pour moi aussi et un honneur que tu m'invites à ton podcast. Bon, donc ce podcast, ça s'appelle Akitsu Leader Voice et l'idée c'est vraiment de donner la parole aux leaders qui impactent les entreprises de l'intérieur. Et pour moi, tu représentes beaucoup ce visage pour Vivatech. Avant de commencer, je voulais comprendre quel est le fil conducteur de ton parcours, s'il y en a un. Alors moi, j'ai fait des choses très variées dans mon activité. D'accord. De marketing et de com. Ça a été beaucoup d'opportunités aussi que j'ai saisies. Mais le fil conducteur vraiment de mon parcours, ça a toujours été plutôt l'utilisateur final, le visiteur, en fait, avec ma dimension événementielle, je parle maintenant beaucoup de visiteurs, mais vraiment, en fait, vraiment pourquoi on fait ça, pourquoi on travaille en marketing, en com, à quoi ça sert, et donc effectivement toujours cette vision que j'ai pu avoir avec un parcours plutôt orienté data et CRM pendant longtemps. D'accord. Et plutôt orienté expertise, que j'ai pu mener aussi bien dans des grands groupes que dans des plus petites structures ou des startups, et aussi à l'étranger. J'ai fait ça pendant longtemps, et puis cette volonté à un moment d'aller un peu plus loin, d'avoir une vision plus large, de faire du management et d'accompagner des équipes, d'abord en marketing et puis ensuite en market et com, où là pour le coup moi j'ai trouvé vraiment un sens de pouvoir faire les deux et d'avoir ces doubles casquettes parce que c'est très ancré, très imbriqué. Et que c'est beaucoup plus performant quand tu le fais ensemble que quand c'est séparé. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été assez éclairant de le faire en bonne intelligence. À la fois marketing et communication. Ouais, c'est ça. Et donc là, il y a une dimension, finalement, l'utilisateur qui est au centre Exactement. de cette expérience. Et une cohérence très forte, beaucoup plus ancrée que quand c'est séparé. Là, il y a vraiment une dimension vraiment à la fois de logique, de puissance aussi, de ce qu'on peut faire parce que tout est vraiment très imbriqué. D'accord. Et effectivement aujourd'hui c'est ce que je fais à Vivatech. Depuis près de un peu plus de 8 ans, on va dire. Je rentre dans ma 9e année. Excellent. Effectivement, c'est un peu ce qu'on mène. En fait, aujourd'hui, moi, je vais couvrir des sujets qui vont être à la fois de la performance marketing autour du visitorat, des audiences, des acheteurs de passes. Une partie plutôt média avec tous les leviers associés, les relations presse, les partenariats et puis l'influence qu'on pilote. Et puis un sujet autour de la marque Vivatech. La marque Vivatech. En doudoune, concours, effectivement, et avec lequel on va travailler aussi bien l'identité visuelle, mais aussi le positionnement, le storytelling, etc. Et que je porte depuis ces dernières années. Wow. Et donc on le voit très bien quand tu en parles de comment la marque Vivatech aussi elle a évolué dans le temps. Pour moi, c'est incroyable. Alors moi, je connais Vivatech depuis quelques années. J'y vais en tant que visiteur. Et donc l'année dernière, j'ai eu l'occasion de vivre de l'intérieur parce que j'ai été donc ambassadrice. Et donc j'étais impressionnée par cette effervescence. Et puis on sent qu'il y a un travail qui est fait sur la marque. Et donc la question que je voulais te poser, c'est de comprendre comment est-ce que cette marque elle a évolué dans le temps? Alors la marque en fait elle a évolué progressivement mais toujours un peu dans la même dimension. D'accord. Il n'y a pas eu de grosses cassures en termes d'image ou de positionnement de marque. En fait je pense que ça part du principe qu'on est parti avec une ambition très forte dès le début sur cette marque. On a voulu tout de suite lui donner une dimension très internationale dès le début, de lui donner une dimension très business, très multisectorielle aussi dès les premières années.
et aussi de donner à cette marque beaucoup d'expertise avec une volonté de faire de Vivatech un événement qui compte et avec lequel on peut agir à notre niveau, on peut faire un peu bouger les choses et cette ambition-là, on la ressent beaucoup dans la marque. Et puis aussi, je pense, un peu lié au nom, on s'appelle Vivatech parce qu'on met aussi de l'émotion dans cette marque. De la vie. Exactement, et on pense quand même, on fait de la tech, mais on fait de la tech pour l'humain et on la célèbre aussi tout au long de cet événement, mais on garde toujours en tête que c'est quelque chose de très humain. Vivatech, c'est quelque chose de très humain. Oui, donc on le ressent, moi, dans les allées, etc. Cette chaleur aussi, je confirme qu'on le ressent vraiment. Je comprends donc qu'elle a évolué dans le temps et je trouve qu'elle se distingue aussi de d'autres événements. Donc Vivatech, c'est 4 jours, mais finalement c'est pas que 4 jours dans l'année. Il y a toute une organisation et comment vous faites pour vous distinguer aussi des autres événements tech dans le monde? Alors, nous, je pense qu'on a 2 particularités. En fait, les événements tech, il y en a beaucoup, et il y en a de façon très variée. Donc, déjà, nous, on est un événement qui se veut très multisectoriel. Donc, on adresse à la fois différents types de fonctions dans l'entreprise, tous les secteurs aussi d'activité, parce qu'aujourd'hui, la tech, on la retrouve aussi bien dans des grands structure corporate que tech, purement tech. Et donc on a pris le parti aussi d'ouvrir à tous ces domaines parce qu'on voit surtout des liens et des passerelles qui peuvent se faire entre ces différents métiers, entre ces différents secteurs. Et qu'on peut apprendre des secteurs qui ne sont pas forcément les nôtres, mais pour pouvoir répliquer des choses ou pour pouvoir avoir des idées. S'inspirer. Donc nous, on a pris un peu ce parti-là, donc d'en faire vraiment aussi une grande messe. Et donc on n'a pas fait un événement hyper spécialisé. C'est quelque chose qu'on porte un peu de façon plus globale sur plein de sujets. Et après, on est un événement quand même résolument B2B. Mais on a aussi la particularité d'ouvrir le samedi au grand public. Le samedi, absolument. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'événements qui fassent ça. Et nous, c'est vrai que c'était dès le début aussi, une des choses qu'on voulait vraiment faire, c'était d'impliquer le grand public dans la tech et dans l'entrepreneuriat tech, à la fois pour adresser des jeunes qui veulent aller dans ces secteurs-là, puis aussi pour quelque part démocratiser ces sujets qui sont des fois abordés avec peut-être un besoin d'objectivité sur vraiment les tenants et aboutissants de ces technologies avec lesquelles on vit tous les jours. Et donc pour nous, c'était important de pouvoir le porter. Et on le voit aussi donc, parce que c'est gratuit pour les étudiants. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des partenariats avec certaines écoles dans lesquelles on les accompagne aussi et on essaye de faire avec des dispositifs avec des écoles dans la tech, mais aussi on essaye d'ouvrir sur des écoles qui ne sont pas dans la tech, mais dans lesquelles la tech peut être intéressante. Nous, on le voit bien, la tech aujourd'hui, elle touche un peu pas mal de secteurs, beaucoup de secteurs, donc c'est important aussi de faire en sorte que les jeunes puissent y avoir accès très rapidement. Et donc finalement, on peut définir donc les piliers de Vivatech. C'est quoi les grands piliers si on doit les définir aujourd'hui? Je comprends bien à l'innovation, la tech, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, à Vivatech, on a 3 grands piliers. Le premier, d'abord, c'est le business. Le business, c'est ce que tu disais, donc vraiment résolument B2B. Oui, c'est ça. On a plus de 4000 partenaires et sponsors exposants qui sont à Vivatech. Il y a plus de 30 secteurs d'activité qui sont là. Il y a aussi des pavillons pays. Il y a plus de 35 pavillons pays qui viennent. Ça, c'est important aussi parce que les pavillons viennent montrer l'innovation, mais viennent aussi pour travailler sur des contrats avec avec des sociétés qui sont là, avec aussi les pays. Donc, c'est important de porter tout ça. Il y a aussi 3600 investisseurs aussi, parce qu'on n'oublie pas aussi les petites structures et on essaye de les aider à se financer. Donc ça, c'est le premier pilier qui est le gros pilier. Business. On a le pilier effectivement innovation. Vraiment avec les 14 000 startups qui sont à Vivatech. Et puis avec plus de 300, l'année dernière, plus de 300 lancements avant-premières exclus qui ont été faites. Ça, c'est important aussi pour suivre un peu aussi les nouveautés qui arrivent en termes de techno, etc. Et puis le dernier pilier, c'est l'inspiration, qui est aussi très important pour nous autour de... Voilà, il y a plus de 400 speakers qui viennent à Vivatech. Il y a des grands speakers comme Jensen Huang l'année dernière, qui était venu le CEO de Nvidia par exemple.
Donc des gens très spécialisés dans la tech. L'année d'avant. Et ouais, exactement. Il y a aussi Mistral, Anthropic, enfin voilà, tous ces grands noms, mais aussi on essaye de faire venir des gens un peu différents, qui ont aussi une valeur un peu enfin, pour le coup vraiment inspirationnelle. L'année dernière, il y avait, je sais pas si tu te souviens, et je sais pas si je le prononce bien, Vanessa Weich qui était là, qui était directrice à la NASA, et pour moi qui était hyper riche en termes d'inspiration, parce qu'elle a une approche de la technologie qui est très différente, mais très business aussi, malgré le fait qu'elle travaille sur des sujets, enfin voilà, des dizaines de millions de dollars sur des sujets vraiment d'exploration spatiale, mais avec beaucoup d'applicatifs qui peuvent être aussi utilisés pour des gens plus terre à terre comme nous. Et j'ai trouvé que c'est ça aussi Vivatech, c'est cette possibilité d'avoir aussi des ouvertures sur des gens avec lesquels on s'attendrait pas à voir dans un événement très B2B comme ça. Oui, absolument. Donc le business en premier, l'innovation avec la tech et puis tout ce qu'on peut voir, et puis l'inspiration effectivement avec les pays. Donc l'année dernière, c'était le Canada qui était le pays de l'année. Ouais. Et cette année, donc pour les 10 ans du Vivatech, ce serait l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Ouais. Et on le voit très bien, il y a pour s'inspirer. Alors moi, pour mon expérience, j'ai eu aussi cette chance de vivre Vivatech avec Orange, avec d'autres entreprises RATP ou avec des femmes entrepreneurs. On a fait des learning expéditions, et là, quand tu parles de business, je vois très bien, parce qu'elles ont eu l'opportunité de vraiment connecter avec des leaders, des dirigeants, des personnes qui pouvaient leur permettre de créer du business, quoi. Donc en tout cas, ça montre aussi l'intérêt et puis toute la réflexion que tu as avec tes équipes et puis les équipes de Vivatech. Ma question, c'est de comprendre comment on fait pour garder aussi un si fort engagement parce que finalement, c'est que 4 jours l'événement Vivatech, mais sur toute l'année, comment on fait pour garder un engagement? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on va engager nos audiences un peu sur Vivatech, déjà sur certaines caractéristiques qui sont vraiment rattachées à Vivatech. On essaye d'innover à Vivatech en permanence, parce qu'on montre l'innovation, mais on essaye aussi quand même d'innover en intérieur. Donc on travaille avec beaucoup de startups, on essaye toujours de se renouveler dans les formats qu'on peut proposer, dans les expériences qu'on va pouvoir trouver. On essaye aussi de surprendre, je pense que ça c'est un peu dans notre ADN aussi, de faire des concerts à Vivatech, même pour un événement B2B, de faire une conférence de presse sur la Tour Eiffel, parce que on a envie de présenter aussi la France comme un relais de croissance au niveau global. Donc ça c'est un peu notre ADN. Et puis aussi un des forts engagements qu'on a, c'est qu'on parle beaucoup avec nos audiences à l'année. Avec nos partenaires, avec nos visiteurs, avec nos médias. Enfin, on parle avec eux pour à la fois entendre, suivre ce qui se passe, les évolutions, et puis aussi entendre ce qui va et ce qui va moins bien. Et on essaye d'entendre, mais d'écouter aussi et de changer. C'est comme ça aussi qu'on a lancé des programmes dédiés pour les CMO et les tech leaders. C'est vraiment suite à ces discussions qu'on a pu avoir avec eux. Et donc, c'est ça aussi qui fait qu'on arrive à engager un peu nos audiences. Et puis après, on a toute une activation com tout au long de l'année. On s'arrête pas aux 4 jours de Vivatech. On a une com qui est vraiment plus globale à l'année. Avec des rendez-vous, je suppose, qui vont... Des rendez-vous. On a lancé un baromètre, là, les résultats vont sortir dans pas très longtemps sur la confiance des dirigeants dans la tech. Et on le fait pour la 3e édition, et donc ça nous permet un peu de voir en Europe, aux US, comment ça évolue, un peu compte tenu du contexte, et de voir un peu comment nous on peut se positionner dans ce contexte-là, et comment on peut aussi agir à notre niveau. Donc voilà, on a tout un ensemble en fait d'animations à l'année, aussi pour ne pas oublier Vivatech, parce que Vivatech effectivement c'est 4 jours dans l'année, dans un contexte très concurrentiel. Donc c'est aussi un moyen d'exister tout au long de l'année. Et on voit bien ton ADN aussi d'utiliser la data, parce que finalement ces feedbacks, ces retours, c'est de la data que tu utilises pour comprendre
les tendances et puis répondre aux différents besoins. Et je voulais comprendre aussi, c'est effectivement Vivatech, c'est un lieu d'innovation. Les grandes tendances qu'on voit, je sais que l'année dernière, en tout cas, quand il y a eu l'explosion avec l'IA générative, toutes les solutions qui sont présentées, moi j'ai trouvé ça assez impressionnant. Et aujourd'hui, quand on parle de grandes tendances, est-ce que tu peux en dire quelques-unes là qu'on voit à Vivatech ou auxquelles on doit s'attendre là pour le prochain Alors, Vivatech? on a lancé nos thématiques là cette semaine, donc les choses ont commencé un peu à bouger. Donc, on a lancé 10 thématiques pour nos 10 ans. Après, l'IA est toujours très présent parce que ça devient aussi de plus en plus concret, donc c'est de plus en plus aussi... on voit plus les applications, donc ça devient intéressant d'aller creuser ces sujets-là. Ce qui est intéressant, moi je pense un peu dans les sujets un peu à venir, c'est tous les sujets autour de la souveraineté, parce que voilà, on voit aussi la géopolitique qui bouge et qui bouge très vite. Et donc ça quand même c'est des sujets vraiment d'actualité que nous, en tout cas au niveau européen, on porte et on veut aussi avoir une vision la plus claire et objective possible dessus. Il y a des sujets aussi, je pense, sur tout ce qui est productivité, emploi, formation, éducation, parce que l'IA arrive, ça bouleverse beaucoup de choses en positif, en négatif. Et ça crée aussi des nouvelles opportunités. Donc en fait, c'est des sujets vraiment d'actualité parce que ça commence un peu aussi à se formaliser concrètement. Et je pense que ce sera un gros sujet aussi cette année à Vivatech. Et puis après, on va avoir l'application toujours de ces technos dans tous les sujets autour de l'environnement et du climat, de la mobilité, des industries créatives. Il y a plein d'applications encore de plus en plus concrètes. Oui, tous les cas d'usage qu'on peut avoir. La santé, sujet hyper important. Et je lisais, alors il y a un article, quand je préparais cette interview, tu disais aussi qu'il y a cette volonté. Donc, je veux parler aussi de toute la situation géopolitique. Donc, il y a une volonté pour Vivatech aussi de montrer la réalité telle qu'elle est et de prendre l'axe positif toujours pour pas faire peur au monde, mais en tout cas de présenter les choses telles quelles. Et pourquoi c'est important aussi j'imagine, pour engager non seulement que ce soit les grands groupes, les startups, mais surtout avoir cet impact positif. Mais comment on fait pour pouvoir garder ce cap malgré toute cette situation effectivement. Après, nous, c'est vrai que c'est dans notre ADN de voir le côté positif des choses. Oui. Après, on n'est pas naïf non plus. On sait que c'est pas tout blanc ou tout noir. On essaye en fait surtout d'être le plus objectif. Je pense qu'on est dans un monde où il faut pouvoir se donner le maximum d'éléments objectifs pour que les gens aussi puissent prendre leurs décisions, comprendre, agir, activer les bons leviers. Et nous, c'est vraiment dans notre ADN le fait de faire des conférences. C'est des conférences où on va essayer de favoriser le débat, la discussion, où tout le monde ne sera pas toujours d'accord. Mais pour nous, c'est important de rappeler, c'est un peu bizarre de dire ça, mais de rappeler qu'on peut ne pas être d'accord et pour autant parler et discuter. À partir du moment où on a chacun des arguments et que l'idée, c'est aussi d'apporter finalement des briques pour qu'à la fin, la personne prenne aussi sa position, mais sur des faits beaucoup plus concrets, avec des vrais sachants, avec des gens qui sont suffisamment diversifiés aussi dans la façon de raconter pour avoir une perspective large d'un sujet et de pas avoir une vision trop étriquée des situations. Aujourd'hui, je pense que c'est important dans le contexte actuel, d'un point de vue tech, d'avoir le point de vue de l'Asie, des US, de l'Europe, et de pas en réduire une par rapport à l'autre, parce que chacun apporte à sa manière un complément. Après, voilà, nous, c'est notre façon de faire. C'est pas facile à mener, mais pour nous, c'est important de tenir cette ligne-là. Oui, et puis aujourd'hui, comme tu l'as dit, la discussion, elle est clé, et puis de pouvoir avoir ce débat-là ouvert et s'enrichir de part et d'autre. Je voulais qu'on parle un peu alors, ton rôle de CMO chez Vivatech à l'ère de l'IA. Donc concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe pour toi? Donc j'ai compris, la data est hyper importante, d'aller les chercher, de comprendre. Mais comment vous travaillez avec l'IA? Pour le coup, on travaille avec l'IA. Ce qu'on fait sur l'IA, je dirais qu'on travaille sur trois niveaux. D'accord. Aujourd'hui, on l'utilise
Beaucoup pour simplifier des tâches. Par exemple, un truc un peu bête, mais avant, quand on faisait des synthèses de résumés de session, il y avait une personne qui regardait la session pendant 25 minutes et qui faisait le résumé. Là, effectivement, l'IA, ça nous permet rapidement d'avoir une vision synthétique de toutes les sessions. En l'espace d'une heure, on a une vision très globale de l'événement. Ça nous fait gagner beaucoup de temps là-dessus, par exemple. Ça nous aide aussi dans la démultiplication de nos campagnes parce qu'on peut maintenant faire de la micro-segmentation. D'accord. Ce qu'on ne pouvait pas faire humainement parce que c'était pas rentable de faire des tout petits segments. Là, grâce à l'IA, on arrive à vraiment démultiplier et donc à être beaucoup plus précis dans qui on adresse et comment on l'adresse. Et puis, ça nous aide aussi dans l'apprentissage de la donnée parce qu'on n'est pas, même si j'ai une formation en data, je ne suis pas data analyst pour autant. Et donc, ça nous permet d'avoir des premières tendances. Tu vois, par exemple, le service client. L'IA nous aide à identifier les grandes lignes de ce qui ressort le plus et donc de nous montrer un peu soit des points qu'il faut corriger, soit des choses qui remontent et qu'il faut peut-être optimiser, travailler, etc. Donc, ça nous aide un peu aujourd'hui sur ces 3 types de sujets. D'accord. Donc, en termes de conseils aujourd'hui pour des jeunes qui se lancent dans des carrières de marketing, j'imagine que ça évolue tellement vite aussi. Quels sont les conseils qu'on peut partager ou des tips pour alors sur les sujets de l'IA, plus particulièrement, moi ce que je dis à mes équipes, c'est alors je dis plusieurs choses. La première, c'est de se former en permanence parce que effectivement. Ça change très vite et j'étais très fière en septembre de me dire alors je sais tel modèle est plus fort pour faire ça et en 15 jours tout avait déjà changé. Donc en fait faut vraiment faut se former en permanence, faut former ses équipes. C'est hyper important à l'ère de l'IA. Avant d'utiliser l'IA, il faut avoir une vision claire de où on veut aller, c'est quoi sa vision stratégique, comment on veut utiliser, à quoi va servir l'IA. Parce que c'est un peu comme la data, on peut faire beaucoup de choses à l'IA, mais si on ne sait pas dans quel cadre l'utiliser, on peut vite s'éparpiller et puis finalement pas vraiment avoir quelque chose d'utile pour exploiter. Et puis moi, je dirais le dernier point qui est important, c'est plus... faut pas oublier que quand on fait du marketing, on travaille au travers des émotions, on donne des émotions à une marque. Et on travaille pour je dis tout le temps visiteur, pardon, mais pour le user, quoi, et en fait, il faut pas le perdre de vue, en fait, parce que l'IA a tendance à nous faire partir sur plein de technos, mais en fait, ces technos doivent être vraiment dans l'objectif du visiteur final. Et donc, il faut garder ça, il faut pouvoir à la fois insuffler quelque chose d'humain quand on fait du marketing, ce qui ne fait pas aujourd'hui forcément très bien l'IA. Et il ne faut pas oublier que ça doit servir le visiteur. Donc ça, c'est important de l'avoir toujours en tête. Je pense c'est ce que je dis à mes équipes, c'est super comme outil. Pour aller vite. N'oubliez pas, votre job, c'est pas d'aller vite, c'est vraiment de toucher, de comprendre les visiteurs, l'utilisateur final et l'expérience. Et on en sort grandi dans la compréhension aussi de l'expérience du client finalement, parce que on a plus d'insights qui sont pas forcément... Exactement, ça aide beaucoup à formaliser les choses, mais après le marketing, il y a une petite touche heureusement de ressenti, de choses qui n'est pas palpable. Et ça, il faut pas faut pas complètement le perdre de vue parce que c'est donc garder l'humain, utiliser la tech, la technologie, mais garder l'humain en prime. C'est ce que je comprends. Et je me disais aussi pour une femme dirigeante donc dans la tech, donc tu es baignée là-dedans tous les jours. Comment on fait aujourd'hui pour avoir plus de femmes dans la tech? Il y a pas mal d'initiatives, beaucoup, mais on sent qu'il y a dans les métiers autour de la tech, il y a très peu de femmes. On parle d'à peu près 20%. Et je sais qu'il y a pas mal d'initiatives ou d'événements, en tout cas lors de Vivatech. Aujourd'hui, déjà, quels sont les enjeux selon toi et puis quelles sont les initiatives concrètes qui sont mises en place dans le cadre du Vivatech? Alors oui, tu as raison. Malheureusement, c'est vrai que c'est le cas de façon générale, mais dans la tech, c'est encore plus fort. Je pense que le premier truc, c'est vraiment basé sur l'éducation. En fait, plus on explique aux jeunes filles qu'elles peuvent faire de la tech, plus déjà c'est un premier facteur. Moi je vois, moi là c'est ma maman qui a été la première personne à me dire
il n'y a pas de limite, quoi. Tu fais ce que tu veux et n'écoute pas ce qu'on te dit, fais ce que tu veux. Donc, et je vois que j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. Donc en fait, je pense que ça c'est un premier truc, c'est vraiment aussi au niveau vraiment scolaire, enfin éducatif, de pouvoir expliquer aux jeunes filles qu'elles ont autant, si ce n'est plus de possibilités et de projets. Après, je pense qu'il y a tous les sujets autour du mentoring. Le mentoring, c'est assez important. À Vivatech, on fait une OP qui s'appelle 100 + 100. 100 + 100. Je ne sais pas si tu l'avais entendu. Oui, moi, je la trouve très bien, cette opération, parce qu'elle permet à 100 jeunes filles d'être mentorées par 100 dirigeantes ou en fait C-level dans les entreprises, donc d'accompagner aussi, de les aider, parce que tout ce qui est réseau, connexion, c'est des fois pour les jeunes filles, elles vont avoir tendance à vouloir tout faire toutes seules. Alors je parle de généralité bien sûr, mais les jeunes filles aussi, elles sont plus discrètes, elles vont faire leur boulot. Et il faut aussi qu'elles puissent un peu présenter, exposer ce qu'elles font, et ça aide. Le réseau, c'est quand même hyper aidant. Et c'est aussi pour ça que les rôles modèles, mine de rien, ça fait ce job-là aussi. Quand on fait venir 45% de femmes speakers à Vivatech, c'est aussi 45%, pour que... je n'avais pas ce chiffre. C'est vraiment ce qu'on vise. On vise en 2026, on avait plutôt 40% en 2025. D'accord. On vise 2026, 45%, parce que c'est important que les femmes voient qu'il y a des femmes brillantes qui ont des belles carrières et qu'il n'y a pas de limite à ça. Donc oui, c'est ce qu'on essaye aussi un peu de porter pour illustrer un peu ça et pour changer ce chiffre. Oui, moi j'avais trouvé l'initiative vraiment très 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 belle et puis très impactante aussi. Et de se retrouver comme ça avec les jeunes filles donc étudiantes ou en transition de carrière, il y avait un peu des deux. Et de pouvoir échanger avec elles, de leur partager. Elles repartaient elles avaient un regard, elles repartaient avec, on le sentait dans leur regard qu'elles étaient inspirées. Et puis parfois, il faut juste ça, quoi, pour donner l'étincelle et de se dire, tu peux y arriver, tu peux le faire et d'avoir ces mentors. Et donc toi, dans ton parcours, donc quels sont les mentors qui t'ont accompagné, qui t'ont inspiré ou qui t'ont... Alors moi, j'ai pas vraiment de mentor. Moi, c'est plutôt des belles rencontres. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir souvent des managers qui m'ont beaucoup accompagnée, que ce soit des hommes ou des femmes, et qui se sont pas limités à mon statut de femme pour me laisser ma chance. Moi, j'ai le sentiment qu'on a dû vraiment, qu'il y a eu une notion un peu de surperformance, qu'on a dû vraiment montrer, que j'ai dû montrer peut-être un peu plus fort qu'un homme, que j'avais le même place et que je pouvais le faire. Mais voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont aussi donné cette occasion-là. Quand je suis partie à l'étranger, j'ai eu des boss qui m'ont vraiment valorisée, encouragée. Quand je suis arrivée à Vivatech, j'ai travaillé avec Julie Ranty, qui était la PDG de Vivatech au début. D'accord. Et qui, elle aussi, pareil, était très poussée. Enfin voilà, elle m'a poussée aussi. Oui, ça inspire. Voilà, oui, c'est ça. Et en fait, c'est ce que j'essaye de faire aussi, parce que je vois bien que ça aide beaucoup et ça soutient. Enfin voilà, les équipes, moi j'ai la chance d'avoir une équipe incroyable. Et en fait, il faut juste leur donner, les laisser aussi prendre leurs initiatives, les laisser voler de leurs propres ailes. Et en fait, ça marche très très bien. En fait, si on leur fait confiance, ça marche aussi bien. Et donc, tu dirais les rencontres. Donc, si tu avais un conseil à donner là pour... Moi, je pense pour accélérer sa carrière, ce qui est chouette, c'est d'essayer plein de choses différentes. Donc, moi, je suis partie un peu à l'étranger. Ça m'a aidé à changer mon point de vue, à voir les points positifs et négatifs de chaque typologie de façon de travailler, mais aussi de prendre le meilleur de chacun. Et puis, ça m'a permis de booster pas mal mon parcours. J'ai travaillé aussi en agence à un moment de ma carrière, et je pense que ça m'a aussi aidé à mieux comprendre les liens agence-annonceurs, et donc à mieux embarquer mes agences aujourd'hui, à mieux travailler avec nos partenaires aussi, parce que ça facilite, on comprend mieux l'envers du décor. Et aussi le fait d'aller dans des secteurs qui ne sont pas forcément les secteurs les plus attrayants comme ça. Quand je suis rentrée dans le digital, j'ai un peu honte de le dire, mais c'était vraiment le tout début. Ça existait vraiment quasiment pas.
Et personne ne voulait y aller à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de modèle économique, parce qu'on ne comprenait pas très bien. Et en fait, je pense que ça a été un de mes meilleurs choix, c'est d'y aller très tôt, très vite. Parce que voilà, ça m'a permis aussi d'avoir quelque part un peu une longueur d'avance à un moment où beaucoup de gens n'étaient pas encore très à même de pouvoir se lancer sur ce projet, sur ce secteur. Oui, et puis aussi parfois il y a de l'appréhension, il y a, comme tu disais, le digital, on parle beaucoup du cloud et tout, ça faisait un peu c'est quelque chose de pas clair et donc oui, saisir les opportunités, y aller et puis les relations, les contacts qu'on peut développer. Je me disais aussi, alors en termes donc si je reviens à Vivatech, donc là les 10 ans de Vivatech, ce sera l'idée vraiment, c'est pour l'utilisateur, donc les visiteurs qui seront là. Qu'est-ce qu'on veut vraiment leur donner, leur apporter? Clairement, on les fait venir pour qu'ils repartent avec plein d'opportunités business, plein de networking. On va faire en sorte aussi qu'il y ait encore plus d'exposants, encore plus de potentielles possibilités de créer des opportunités business ou des partenariats ou des dispositifs comme ça. Donc on est en train de réfléchir à des nouveaux projets aussi pour faciliter ça. Mais on va essayer de faire quelque chose aussi de plus grand, plus expérientiel aussi. Je pense qu'on va beaucoup travailler, on travaille beaucoup dessus. Je pense pas, vraiment on travaille beaucoup dessus. Et puis aussi célébrer aussi, parce que on est dans un contexte difficile, mais c'est aussi important de temps en temps de célébrer et de voir que voilà, il y a toute une communauté qui a envie, qui veut entreprendre, qui veut développer. Et qui est prêt aussi à donner de son temps pour ouvrir plein de nouvelles perspectives. Et donc, on va aussi, je pense, célébrer toute cette communauté-là. Et donc, finalement, on peut dire, alors, quels sont les critères en tout cas, de succès? Qu'est-ce qui fait le succès de Vivatech? Si on peut en définir quelques-uns, parce que... Moi, je pense qu'il y a cette notion un peu d'ambition, le fait de faire et d'avoir un événement qui est si international, si global, qui touche à la fois des pays, des institutions, des entreprises, des plus ou moins grandes. Forcément, en fait, ça favorise énormément la rencontre, le dialogue, la discussion. D'accord. Un autre facteur de succès, c'est aussi ça. Je pense que c'est la capacité qu'on a à faire se rencontrer les bonnes personnes au bon moment et faire qu'il peut se passer des choses. Stimuler l'innovation, identifier des solutions qui ont du sens. Aussi créer des opportunités business là où des fois on ne s'attend pas. Il y a des partenariats des fois qui se font entre grands groupes parce ils ont des stands à coller et en fait à cause de ça ils se parlent un peu et puis finalement ils disent tiens, pourquoi on ferait pas quelque chose qui est croisé avec nos secteurs d'activité. Donc ça c'est quelque chose en fait qui est très fréquent à Vivatech et qu'on soutient énormément. Et je pense que le dernier, il y en a plein, mais je pense qu'un des facteurs aussi, c'est le côté humain de Vivatech, parce qu'on n'est pas juste une machine à opérer du business. Certes, c'est notre priorité parce que c'est notre métier, c'est pour ça aussi que les gens viennent, mais on le fait dans un cadre aussi très humain aussi, en mettant et en ne perdant pas de vue que l'humain, c'est la priorité et que la tech doit servir aussi la société, l'humain, l'environnement, tous ces sujets-là aussi qui comptent et qui sont importants. C'est exactement ça. Moi, je l'ai ressenti aussi en tant que visiteur. Quand tu parles d'humain, c'est vraiment très concret. C'est les contacts, les rencontres, les personnes qu'on croise et en même temps les opportunités qui se créent rapidement parce qu'on se voit. On est ensemble, on est au même endroit pour Vivatech. Et donc Vivatech, l'année dernière, c'était 180 000 personnes qui regardaient. Ouais. Impressionnant quand même. Non mais on est très contents, on est très très contents. Après nous, notre job c'est vraiment plutôt de faire l'événement le plus beau, le mieux. Chaque année on est toujours ultra contents de voir qu'il y a toujours autant de monde au rendez-vous et qu'on a une croissance qui n'a pas arrêté depuis ces 10 dernières années. Voilà, donc on espère et on croise les doigts pour avoir encore plus de monde cette année et que les gens soient super contents. Mais
L'objectif vraiment, c'est de faire quelque chose de qualitatif, vraiment léché, utile. Donc c'est surtout ça qu'on vise et sur lequel on travaille à l'année, c'est de faire quelque chose qui répond aux besoins, aux attentes des visiteurs et de nos partenaires. Et puis de faire quelque chose vraiment très travaillé et léché. On est sur la marque, tu vois, sur les sujets qui me concernent, on est très dans le détail et on est très exigeant sur la façon dont on va rendre notre marque. Et on le voit très bien quand tu parles du beau, même je me rappelle, moi j'en ai fait après 6 Vivatech et même quand on regarde les scènes, je trouve qu'il y a un travail qui est fait pour rendre la scène belle parce que finalement le beau aussi fait du bien. Ouais, il y a un vrai ADN, il y a une vraie identité qu'on porte. Il y a la marque et la façon dont on va la raconter. Puis cette marque, elle continue de façon cohérente sur le lieu, sur l'espace, les différents espaces. Et en fait, on travaille vraiment en collaboration avec les équipes, avec Publicis Live qui nous aide dans les scénographies. Et on le fait vraiment en équipe. C'est là où je te disais que de travailler en agence et d'avoir travaillé en agence, ça me sert aussi parce qu'on le fait en bonne intelligence et on travaille en équipe plus que dans une relation agence-annonceur. Tu me disais aussi, dans ton équipe à toi, vous êtes combien? Alors dans mon équipe, là on est 25. 25 parce qu'on commence vraiment à attaquer Vivatech. Oui. Après, moi j'ai une équipe, j'ai la chance d'avoir une équipe très internationale. Il y a très peu de Français, il y a beaucoup de nationalités différentes. Ça montre la richesse aussi, les perspectives qu'on peut avoir. Ça permet à la fois de parler au plus grand nombre et ça permet personnellement d'avoir une vision beaucoup plus ouverte de ce qu'on fait. Parce qu'il n'y a pas la même sensibilité pour un Espagnol que pour un Américain, que pour un Italien. Et donc en fait c'est toujours hyper intéressant d'avoir toutes ces sensibilités-là pour faire quelque chose qui est le plus juste possible. Donc non, c'est hyper utile. Vivatech, oui, je crois qu'il y a combien de nationalités à peu près il y a plus de 170. 170, oui, j'avais... Impressionnant quand même. Oui, il y a beaucoup de nationalités. Beaucoup de nationalités et donc effectivement avoir une équipe de plusieurs nationalités, ça permet aussi de voir ce qui se passe ailleurs, de comprendre. Et donc il y a aussi une équipe sur la partie influence. Comment ça se passe? C'est des influenceurs ou il y a aussi la partie journalistique, etc. Comment vous travaillez avec la partie influence? Alors, l'équipe influence, elle est pilotée par l'équipe média au global, parce que l'influence, c'est un peu au chemin de plein de... Puis influence, c'est un mot qui veut dire plein de choses en même temps. C'est ça, je voulais clarifier un peu. Exactement. Nous, l'influence, on la voit à plein de niveaux. Il y a l'influence, les créateurs de contenu, vraiment dans le terme... peut-être le plus usuel, mais il y a l'influence aussi auprès des médias. Il y a maintenant dans chaque média des community managers qui travaillent totalement différemment des fois des rédacs. Donc c'est aussi une communauté avec qui on parle. Et puis il y a aussi les professionnels. Enfin, on fait du B2B et dans le B2B, il y a aussi des gens qui sont influenceurs sans vraiment le savoir. C'est des personnes qui sont influents. Oui, c'est ça. Et qu'on intègre aussi dans des programmes, qu'on essaye de faire venir aussi à Vivatech dans des dispositifs où on essaye de les onboarder avec nous et de leur... Nous, on a toujours cette politique un peu de se dire on laisse les gens faire leur propre opinion de ce qu'ils voient. On force jamais personne, on fait pas de reportage ou trucs comme ça. Mais on les laisse aussi discuter. Moi, je trouve que c'est toujours riche d'avoir des retours positifs ou négatifs. Ça nous aide à grandir. Mais oui, enfin, en tout cas, on intègre tout ça dans un dispositif d'onboarding et d'accompagnement pour en tout cas leur donner un meilleur confort sur place à Vivatech et de leur donner le maximum d'assets pour qu'ils puissent parler de Vivatech comme ils veulent. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Caroline pour notre échange. Merci. Et donc, je suppose qu'on se prépare pour les 10 ans de Vivatech là 17, maintenant. 20 juin 2026. Et comment faire pour te contacter?
Je sais que les gens me posent la question souvent. Pour me contacter, oui, moi, oui, clairement. toi. Le plus simple, c'est C'est LinkedIn. hein. Ouais, et je j'en pense sais que c'est le quelque plus chose. simple. Ouais. J'essaye de répondre au Oui, maximum. Caroline répond. C'est ça. J'en Des fois, sais pas quelque hyper chose. réactivement, mais je réponds toujours. J'essaye toujours de Bon, répondre. en tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu apportes à Vivatech et bravo. Et j'ai hâte de découvrir les 10 ans de Vivatech. Écoute, hein, on t'attend de pied ferme, sache-le. Merci encore pour ton temps. Merci de cette invitation. À bientôt. Au revoir. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.